Les matinales de KPMG. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio KPMG dans cette édition spéciale des matinales consacrée à l'arrêté semestriel du 30 juin 2021. Le contexte économique et sanitaire reste dominé par la pandémie, même si nous sortons progressivement du troisième confinement. Le 30 juin devant marquer le retour à une situation quasi normale. Quoi qu'il en soit, les sociétés cotées vont devoir s'atteler à leur arrêté semestriel et les investisseurs seront particulièrement attentifs aux différents scénarios et hypothèses qui seront retenus au 30 juin 2021. Avec nos deux invités, Marie Seller, directrice des affaires comptables de l'AMF, et Emmanuel Paré, associé et responsable de la doctrine comptable de KPMG France, nous allons faire un rapide tour d'horizon de l'actualité financière dans le cadre de cet arrêté semestriel. Et nous finirons par un peu de prospective. Bonjour à tous les deux. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Les effets de la pandémie Covid-19 se sont poursuivis au cours du premier semestre 2021, avec des impacts contrastés selon les secteurs d'activité. Dès lors, établir des comptes semestriels à fin juin va s'avérer encore compliqué en termes d'organisation pour les entreprises, toujours délicat en termes d'évaluation, avec des perspectives contrastées, mais ceux-ci seront très attendus et particulièrement scrutés par le marché. Dans la mesure où les aides gouvernementales ont ou vont diminuer prochainement, pour certaines entreprises, la continuité d'exploitation pourrait être compromise dans un avenir proche. Voilà, le décor est planté. Difficile de parler d'arrêté comptable sans parler de référentiel, Emmanuel Paré. Rien de nouveau sous le soleil des IFRS ? Pour la deuxième année consécutive, ce référentiel est relativement stable. Il n'y a pas d'entrée en vigueur de textes majeurs, mais des amendements de portée limitée, à savoir les amendements à IS 39, IFRS 7 et IFRS 9, qui correspondent à la phase 2 de la réforme des taux de référence, dite encore réforme de Libor. Puis des amendements qui permettent aux assureurs de différer l'application d'IFRS 9, tant qu'IFRS 17 n'est pas applicable. Et enfin, l'amendement d'IFRS 16 qui prolonge d'1 an la mesure de simplification pour les aménagements de loyer. La réforme des taux de référence en cours au niveau mondial fait suite au scandale de manipulation des taux IBOR. Pour faciliter la transition, l'IASB, Emmanuel, a prévu des amendements en 2 temps. La phase 1 était déjà applicable l'an dernier. Quelles sont les nouveautés apportées par la phase 2 ? Les amendements de la phase 2 prévoient des allègements spécifiques pendant la réforme des taux. Ils couvrent les questions liées à la modification des contrats et à la comptabilité de couverture. À ce stade de la réforme, les amendements prévoient la communication d'informations qualitatives et quantitatives. Pour la phase 1, les informations portent sur les relations de couverture impactées. Pour la phase 2, les informations concernent tous les instruments financiers qui seront impactés par la réforme ventilée par taux significatifs. Ces informations sont obligatoires pour les états financiers annuels. Toutefois, à notre avis, il peut être pertinent de les présenter dès la clôture intermédiaire si les impacts sont jugés significatifs. En résumé, au 30 juin 2021, la réforme de Libor pourrait se traduire, Emmanuel, par des informations à fournir en annexe si les impacts sont significatifs. Oui, absolument. Poursuivons avec IFRS 16, la norme sur les contrats de location et son amendement qui prolonge la mesure de simplification des aménagements de loyer reçus dans le contexte Covid-19. Cette simplification introduite par l'IASB en 2020 permet aux preneurs qui le souhaitent de ne pas avoir à analyser au préalable si l'aménagement est ou non une modification de contrat au sens d'IFRS 16 et de comptabiliser les aménagements éligibles comme un loyer variable négatif, donc un produit en résultat. Initialement, cette mesure était limitée au loyer dû au plus tard le 30 juin 2021, ce qui disqualifiait les accords portant sur des périodes plus longues. Au regard du contexte sanitaire, l'IASB a décidé de prolonger d'1 an cette mesure et donc de la rendre applicable aux réductions consenties sur les loyers dus jusqu'au 30 juin 2022, les autres conditions d'éligibilité restant inchangées. Mais les groupes ayant opté pour la mesure de simplification dans leur compte 2020 ont maintenant l'obligation de retraiter les contrats qui seraient devenus éligibles du fait de l'extension. Et comment se traduit cette obligation dans les comptes ? L'effet rétrospectif cumulatif doit être comptabilisé dans les capitaux propres d'ouverture
Ce sera en général au 1er janvier 2021 et sans retraitement des chiffres comparatifs. Enfin, l'adoption officielle de cet amendement par l'Union européenne est prévue mi-août. Dès lors, cela pourrait conduire à une réserve purement technique dans le rapport d'examen limité des commissaires aux comptes pour les groupes qui arrêteraient leurs comptes avant cette date, mais bien sûr uniquement en cas d'impact significatif. Je vous signale également que la publication de KPMG International dédiée aux REN Concessions a été mise à jour de ce nouvel amendement. Elle est disponible sur kpmg.fr. Pour en finir, Emmanuel, avec le référentiel IFRS, je comprends que l'IFRIC a publié plusieurs décisions. Oui, vous avez raison de le rappeler, Hélène. Le référentiel IFRS, c'est aussi les décisions définitives publiées par l'IFRIC qu'il convient d'appliquer dans un délai raisonnable. Pour le moment, 3 nouvelles décisions ont été publiées en 2021 et on en attend encore 2 autres d'ici le 30 juin. Toutes n'ont pas la même importance pour les entreprises et j'en évoquerai 3. La première concerne le traitement des frais de configuration des logiciels en mode SaaS, Software as a Service, dont l'étalement ne sera possible que dans des cas assez limités. Les entreprises concernées devront donc s'assurer de la conformité de leurs traitements antérieurs. La deuxième décision concerne IAS 19, la norme relative aux avantages du personnel. Oui, elle porte sur le mode de rattachement d'indemnités de départ en retraite aux années de service des salariés dans un contexte particulier. Ce contexte présente quelques similitudes avec certains de nos régimes et c'est toute la question. Des discussions de place sont en cours quant aux éventuelles conséquences de cette décision sur nos pratiques actuelles. Compte tenu du caractère récent de cette décision et des analyses qu'elle nécessite, son application pourra attendre le 31 décembre 2021. En effet, en 2019, l'IASB a précisé qu'une période de temps suffisante pouvait s'avérer nécessaire pour mettre en œuvre les décisions du comité d'interprétation, tout en précisant qu'il devait s'agir de mois plutôt que d'années. Et dites-nous, Emmanuel, ce qu'il en est de la troisième décision dont nous souhaitions parler aujourd'hui et qui devrait être publiée d'ici la fin du mois de juin. Oui, alors cette décision porte sur la nature des coûts nécessaires à la vente à inclure dans le calcul de la valeur nette de réalisation des stocks. En pratique, retenez juste que ceux-ci ne sont pas limités par principe aux seuls coûts incrémentaux. Je m'adresse maintenant à vous, Marie. Voulez-vous ajouter quelques mots sur la décision de l'IFRIC, une décision qui date de la fin 2020, qui porte sur l'affacturage inversé ou le reverse factoring et dont vous suivez de près l'application? Avec plaisir, Hélène. Comme vous le savez certainement, le reverse factoring est un sujet de préoccupation des régulateurs et nous avions, à la suite de la décision de l'IFRIC, rappelé l'importance de la transparence sur ce sujet. Cette décision porte sur la présentation de ces transactions. Elles sont classées au bilan en dette fournisseur, sur une ligne distincte, ou encore en dette financière en fonction de l'analyse de la nature de ces passifs. À ce titre, la décision souligne certains éléments à prendre en compte dans cette analyse. Cette décision porte également 2 autres questions structurantes, à savoir la présentation au tableau de flux de trésorerie, opérationnel ou financier, et les informations à fournir. Il s'agit bien entendu d'un sujet que nous suivons de très près dans nos revues. L'analyse du classement au bilan et au tableau de flux de trésorerie requiert du jugement. Il est donc primordial d'être particulièrement transparent sur les classements retenus et les montants en jeu si ces derniers sont significatifs. Certes, les succès des campagnes vaccinales et les plans de relance permettent d'être plus optimistes. Pour autant, des indices de perte de valeur peuvent encore être identifiés au 30 juin 2021 par certains groupes, ce qui rendra alors nécessaire la mise en œuvre de tests de dépréciation à cette date. À ce sujet, quels conseils pouvons-nous prodiguer aux entreprises, Emmanuel ? Rappelons tout d'abord que si les tests de dépréciation des goodwill doivent être réalisés au moins une fois par an, ils doivent l'être aussi à chaque fois qu'un indice de perte de valeur est détecté. Pour cela, je vous invite à être attentif aux évolutions des perspectives économiques qui restent contrastées et inégales selon les secteurs. Il faut également s'intéresser aux changements attendus dans l'entreprise, comme les réorganisations, les évolutions technologiques ou encore les conséquences des enjeux climatiques. Enfin, soyez vigilants au suivi des hypothèses et divers scénarios de sortie de crise retenus l'an dernier. Assurez-vous qu'ils ne sont pas contredits par les faits et les tendances les plus récentes. A contrario, si des sociétés souhaitent reprendre certaines dépréciations comptabilisées en 2020, hors goodwill, puisque les dépréciations de goodwill sont définitives, nous rappelons
que les conditions fixées par IS 36 sont très restrictives en la matière. Restons dans le domaine des tests de dépréciation. Sur le plan méthodologique, en présence de contrats de location, 3 méthodes ont été utilisées jusqu'ici. L'une d'entre elles, bien connue sous le nom de méthode 3, consiste à faire en quelque sorte comme si on était toujours avant IFRS 16. Cette méthode 3 est-elle toujours applicable au 30 juin 2021 ? Oui, pour la clôture au 30 juin 2021, la méthode 3 reste acceptable compte tenu des difficultés et risques d'erreur qui se rattachent aux méthodes 1 et 2. Alors, il s'agit notamment des difficultés liées à la détermination des flux pour le calibrage des renouvellements de contrats de location et de celles liées à la détermination, encore aujourd'hui, d'un WACC post-IFRS 16. On peut se demander jusqu'à quand perdurera cette situation. Il semble que les réflexions sur ce sujet se poursuivent. C'est également le cas, je crois, du côté des régulateurs, Marie. Il est vrai que nous avons également des discussions entre régulateurs à ce sujet. Techniquement, les méthodes 1 et 2 sont considérées comme parfaitement conformes à la norme et sont à privilégier lorsque cela est possible. En ce qui concerne la méthode 3, elle donne lieu à plus de discussions. Personnellement, je comprends son utilisation tant que les conséquences d'IFRS 16 ne sont pas pleinement reflétées dans les taux d'actualisation. Ainsi, comme l'a indiqué Emmanuel, elle reste acceptable pour cette clôture semestrielle. En revanche, il est vraiment important que les travaux et les discussions avec les évaluateurs se poursuivent afin d'essayer d'appliquer les méthodes 1 et 2 sans trop tarder, et cela surtout en cas de marge de manœuvre faible dans les résultats des tests. Il nous semble que la coexistence de ces différentes méthodes et la tolérance pour cette méthode 3 ne saurait perdurer indéfiniment. En effet, il sera de plus en plus difficile pour une société de détricoter, si je puis dire, les effets d'IFRS 16 de ses flux et de ses prévisions. Nous allons clôturer ce chapitre sur les dépréciations avec vous, Marie. Compte tenu des incertitudes actuelles, les informations en annexe au 30 juin seront, on peut l'imaginer, encore particulièrement importantes. Oui, tout à fait. En cas de test semestriel à fin juin 2021, une information en annexe sur les hypothèses utilisées et surtout les hypothèses opérationnelles est clé. Au 31 décembre 2020, plus de la moitié des sociétés du CAC 40 ont indiqué leur horizon attendu de retour à une situation jugée normale. C'est une information très utile aux lecteurs. De même, en cas d'utilisation de sources externes pour établir les hypothèses, il est utile de le mentionner et de citer les sources utilisées. Une explication sur l'évolution des hypothèses depuis le dernier test a été plus rarement donnée, alors que cela nous semble aussi une information très utile. Et pour finir, la fameuse sensibilité du test aux variations des hypothèses, y compris opérationnelles, est majeure. Pour les sociétés qui pourront reprendre des dépréciations hors goodwill, là encore, l'information donnée en annexe est primordiale afin que le lecteur comprenne l'analyse, les justifications et l'impact. De manière générale, ce semestre a encore été troublé et les perspectives sont incertaines. De ce fait, des informations spécifiques et détaillées en annexe permettront au lecteur de comprendre la situation de la société. Bien entendu, le niveau et la nature des informations sont adaptés à chaque situation et il reste primordial d'être cohérent entre les comptes et les autres éléments de communication financière. En 2020, la présentation des effets Covid-19 au compte de résultats a fait l'objet de nombreuses recommandations. Qu'avez-vous observé, Marie, dans ce domaine, dans les comptes des émetteurs, et quelles sont vos consignes pour 2021 ? Je suis ravie, Hélène, de pouvoir indiquer que nos recommandations ont été très largement suivies. En effet, nous n'avons pas vu de classement distinct des effets Covid-19 dans les comptes ou la création d'indicateurs de performance retraités. Les impacts Covid-19 n'ont également pas été classés sous le ROC dans la quasi-totalité des cas. Je rappelle que certains impacts habituellement classés en non courant, comme les dépréciations ou les restructurations, peuvent le rester. Enfin, un très grand nombre de sociétés ont présenté une note ad hoc en annexe. Cette note permet de faire le lien avec les éléments du rapport de gestion et de présenter les sujets comptables qui ont nécessité des travaux et des analyses spécifiques. Cela a souvent été le cas des tests de dépréciation, des impôts différés ou encore des risques de crédit et de liquidité. Pour la clôture semestrielle, il nous semble que ces pratiques doivent être maintenues. Pas de présentation isolée d'effets Covid-19 et il faut continuer à expliquer de manière détaillée les travaux et analyses spécifiques qui ont été menés. On vous a bien entendu. Si on reste dans le domaine des conséquences de la crise Covid-19, de nombreuses entreprises peuvent être amenées à revoir leur organisation du travail et l'utilisation de leurs locaux, de leurs bureaux. Cela peut les conduire à décider de quitter ces locaux en tout ou partie. Quelles en sont les conséquences comptables, Emmanuel ? Avant tout, il est important que cette décision d'abandon soit suffisamment caractérisée. Une simple intention ne suffit pas. Vient ensuite la question de l'unité de compte.
Il convient d'identifier les composantes distinctes du droit d'utilisation qui sont concernées. Par exemple, les étages d'un immeuble, dès lors qu'ils peuvent faire l'objet d'une identification séparée, même s'ils étaient exploités ensemble. Si ce découpage n'a pas été réalisé en début de contrat pour des raisons pratiques, rien n'interdit d'effectuer celui-ci au moment où l'événement intervient. Après, il conviendra d'examiner s'il n'y a pas lieu de réduire la durée de location dans le cadre des dispositions offertes par le contrat et si oui, de procéder aux ajustements de la dette et du droit d'utilisation requis par IFRS 16. Une fois que tout cela est effectué, que fait-on ? Il conviendra de réviser de façon prospective le plan d'amortissement du droit d'utilisation pour le caler sur la date de fin d'utilisation effective en tenant compte, le cas échéant, d'une valeur résiduelle. C'est clairement une zone de jugement et souvent dans l'incertitude, les entreprises adoptent une approche prudente. Dans ce type de situation, les conditions de réalisation d'un test de dépréciation seront généralement réunies. Une question importante se pose alors. Ce droit d'utilisation doit-il être testé séparément ou bien doit-il continuer à être testé au sein de son UGT d'origine ? C'est une question de jugement là également. Au-delà des tests de dépréciation et de façon plus générale, quels sont les autres points de vigilance du régulateur pour cet arrêté semestriel 2021, Marie ? Cette clôture semestrielle va encore être inhabituelle, mais on commence malheureusement tous à s'y habituer. Le manque de visibilité et les incertitudes sur l'évolution de la situation économique sont toujours fortes. Les situations des entreprises sont très diverses et elles sont plus ou moins impactées par la crise sanitaire. Pour les sociétés concernées par des enjeux de continuité d'exploitation dans les 12 mois suivant la clôture, il est primordial d'être transparent sur l'analyse qui a été faite et les éléments qui ont permis de conclure. À ce titre, il est important de donner en annexe des éléments concrets, comme les mesures mises en place, on peut penser au plan de restructuration ou de sauvegarde, la situation de trésorerie, par exemple de nouveaux financements, des aides, des lignes de crédit, des moratoires de dette, et enfin également une information sur l'activité, comme des carnets de commandes, une reprise d'activité ou de nouveaux contrats. Cette transparence est attendue, y compris pour les sociétés ayant conclu après analyse à l'absence d'incertitudes significatives. La Fondation IFRS a publié en janvier un document éducatif sur ce sujet qui rappelle l'analyse à faire et les informations à donner en fonction de la situation de la société. Je vous encourage vivement à y jeter un œil. Enfin, un grand nombre de sociétés ont bénéficié d'aides gouvernementales significatives sur la période. Ici aussi, la transparence s'impose sur le traitement comptable, les classements et les impacts. Autre point d'attention pour le 30 juin 2021, le calcul de l'impôt en période intermédiaire. Alors vous le savez, selon les normes IFRS, il faut estimer le taux effectif à fin d'année et l'appliquer ensuite au résultat comptable intermédiaire. Pas de changement sur les taux d'impôt cette année, Emmanuel ? Non, pas de changement anticipé à date. La trajectoire de baisse de l'impôt est donc maintenue. Des commentaires, Marie, à ce sujet ? À ce sujet, je voudrais bien ajouter quelques mots sur les impôts différés actifs. Comme vous vous en souvenez peut-être, l'ESMA a publié en juillet 2019 un communiqué sur les impôts différés actifs liés au report déficitaire. L'ESMA avait prévu de suivre l'application de ce document l'an dernier, mais du fait de la Covid-19, cela a été retardé, c'est en cours. Concrètement, les régulateurs vont devoir remonter à l'ESMA 2 types d'informations. La justification de l'activation d'impôts différés sur report déficitaire et la bonne application de son communiqué de 2019. Pour le coup, c'est un sujet que nous regardons spécifiquement dans nos revues lorsque cela est pertinent. Parmi les éléments à avoir en tête, j'attire tout particulièrement votre attention sur la nécessité de bien documenter la recouvrabilité des impôts différés actifs et notamment la cohérence avec les hypothèses utilisées dans les tests de dépréciation. Lorsque la société a subi des pertes récentes, je rappelle qu'il faut des éléments probants pour justifier la comptabilisation d'impôts différés actifs sur report déficitaire qui dépendent de l'existence de bénéfices imposables. L'ESMA, dans son document, donne quelques exemples. En termes d'informations en annexe, lorsque le sujet est significatif, il peut être utile de préciser les entités concernées, la quantité de déficit activé, les durées fiscales de report des pertes, l'horizon attendu d'utilisation des déficits reportables et, cerise sur le gâteau, s'interroger sur la présentation d'une sensibilité des montants activés aux hypothèses clés utilisées. Bien noté, Marie. Sans transition, la question des enjeux climatiques maintenant. Cette question fait la une en ce moment. Faut-il s'attendre à des informations particulières dans ce domaine dans les comptes intermédiaires, Marie ? Exactement, Hélène, ce sujet prend vraiment de l'importance et la question des interactions entre les comptes et les stratégies liées au climat également. À ce titre, je vous rappelle qu'en fin d'année dernière, un groupe d'investisseurs, l'IIRC, a écrit à certaines sociétés en leur demandant de refléter dans leurs comptes les engagements et risques climatiques. Et l'IASB a de son côté publié un document éducatif ad hoc rappelant l'application des IFRS existantes sur ce sujet.
À notre avis, il s'agit d'un sujet pour la clôture annuelle et nos recommandations en vue de la clôture et celles de l'ESMA le mentionneront a priori. En vous écoutant, je comprends que ce sujet concerne plutôt la clôture annuelle, mais il est vaste et il nécessite une réflexion spécifique. Oui, tout à fait. En premier lieu, il est important de commencer les réflexions dès à présent et d'engager les différentes directions concernées, mais également le management et les instances de gouvernance, comités d'audit et conseils d'administration. Parmi les éléments de réflexion, je pense à la manière de mentionner ces éléments de manière spécifique. On peut penser par exemple à une note ad hoc, et ce même en l'absence d'impact chiffré dans les comptes. Je pense aussi aux liens à faire et la cohérence à avoir avec le rapport de gestion et la DPEF. Par exemple, si une société mentionne des émissions de CO2 dans les comptes, est-ce cohérent avec l'information sur les scopes d'émissions présentées ailleurs ? Il y a également les sujets potentiels sur lesquels il faudrait pouvoir communiquer, qui sont les impacts sur les durées d'amortissement, les tests de dépréciation, des coûts spécifiques, la comptabilisation et les caractéristiques des émissions dites green. À titre illustratif, y a-t-il et quel est l'impact sur les comptes d'engagement sur la neutralité carbone ? Pour les sociétés très émettrices de CO2, quel est le traitement comptable des quotas, des CER et des autres mécanismes utilisés ? Et enfin, on peut également se poser des questions sur la nécessité ou la pertinence de faire évoluer les informations financières en écho aux futures exigences en matière d'informations extra-financières. Je pense notamment à la taxonomie article 8 qui nécessitera de communiquer sur des KPI spécifiques et de les réconcilier avec les comptes. Si on continue de se projeter vers la clôture 2021, au-delà des enjeux climatiques, quels seront vos sujets de préoccupation majeurs, Marie ? Il est encore trop tôt pour détailler nos sujets de préoccupation pour la clôture. Le suivi des points d'attention liés à la Covid-19 dépend beaucoup de l'évolution de la situation au cours des mois à venir, il me semble. Quoi qu'il arrive, l'ESEF devra être mis en œuvre pour le rapport financier annuel contenant les comptes annuels 2021. En revanche, il n'est pas applicable aux comptes semestriels. À ce propos, environ 70 sociétés ont déposé leurs comptes selon ce format cette année auprès de l'AMF. Fort de cette expérience, nous encourageons vivement toutes les sociétés à anticiper et à ne pas hésiter à faire des dry runs, inclure leurs commissaires aux comptes et également faire des tests auprès de nos services. De notre côté, nous pouvons faire des tests à tout moment. En effet, cela permet de clore tous les aspects techniques, y compris avec les commissaires aux comptes et le régulateur, en amont du dépôt. Selon notre compréhension, certaines sociétés ont rencontré cette année des déboires techniques dans la dernière ligne droite, ce qui est fort dommage. Vous avez entendu le message de Marie Seller. N'attendez pas le dernier moment et rapprochez-vous de l'AMF pour tester votre reporting électronique. Cet arrêté semestriel reste marqué par la pandémie, même si l'horizon semble s'éclaircir. Dans ce contexte encore troublé, nos deux invités, que je remercie chaudement au sens propre comme au figuré, nous ont rappelé la nécessité d'identifier d'éventuels indices de perte de valeur et de réaliser des tests en conséquence, de donner une information circonstanciée sur les effets Covid-19 en annexe, sans les afficher comme tels sur le compte de résultat, et plus généralement, de fournir des informations pertinentes et spécifiques sur toutes les hypothèses clés qui ont servi à l'élaboration de ces comptes semestriels. En synthèse, donc, pas d'optimisme ni de pessimisme exagéré, bref, un arrêté en demi-teinte. Et au-delà de cet arrêté semestriel, sur la feuille de route des directions financières, vous l'avez noté, on trouve les enjeux climatiques et le reporting électronique pour cette année 2021. Pour ce faire, nos experts sont bien entendu à votre disposition et vous pouvez consulter nos nombreuses publications, notamment l'édition 2021 de nos modèles d'état financier intermédiaire disponibles sur kpmg.fr. Cette édition spéciale des matinales est maintenant terminée et c'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons sur les ondes de Radio KPMG le mardi 6 juillet prochain pour une nouvelle édition des matinales. À très bientôt. Les matinales de KPMG.